Bien, nous allons pouvoir commencer la session suivante avec Louis Delabarre et Philippe Gillet de Gatewatcher. Mettre à profit l'intelligence et l'analyse dynamique pour stimuler votre NDR. C'est à vous. Bien, bonjour à tous. Donc Philippe Gillet, CTO de Gatewatcher. Et donc pour m'accompagner, il y aura Louis Delabarre qui va vous faire une démo complète en fait sur le rejeu d'une attaque et ce qu'on verra sur les outils Gatewatcher. Alors, moi je vais vous faire juste quelques mots. Je laisserai la place à la démonstration pour que voilà, le plus intéressant soit le plus long. Juste quelques mots d'introduction sur ce que c'est qu'un produit de NDR. Donc Gatewatcher est un produit de Network Detection and Response. Alors, souvent, on nous pose une question, donc je préfère le dire à l'avance. On nous demande en fait, d'un point de vue réseau, qu'est-ce que vous arrivez à voir comme attaque souvent, la question sous-jacente, c'est les réseaux, c'est de plus en plus chiffré. Donc, qu'est-ce qu'au niveau réseau, vous arrivez à voir avec une sonde? Alors, je pourrais répondre techniquement très longuement et ça dépasserait la session. Mais je vais vous donner juste une petite statistique qu'on a faite en interne. On a rejoué les 10 dernières attaques les plus connues et à chaque fois au niveau réseau, ça va sonner une ou plusieurs fois sur les moteurs de détection. Voilà. Donc c'est toujours pareil en fait, c'est qu'en théorie on nous dit tout est chiffré, en pratique 1 ça l'est pas, 2 tout n'est pas chiffré, loin de là. Et 3, même quand c'est chiffré, tout dans le chiffrement ne se fait pas de A à Z. Il y a toujours des initialisations, des choses qui se font, qui font que finalement, ce n'est pas complètement chiffré non plus. Donc voilà, toujours théorie pratique. Oui, en théorie, beaucoup de choses sont chiffrées. Non, à chaque fois qu'on voit des attaques, et c'est le cas sur l'attaque qu'on vous montrera, et c'est le cas sur les dernières attaques qu'on a vues, Atlassian, etc. À chaque fois, systématiquement, il y a des choses qu'on voit, même si c'est plus ou moins chiffré. Voilà. Et je laisse la parole à Louis pour continuer. Merci Philippe. Alors, comme l'a dit Philippe, l'idée ou l'objectif de la présentation, c'est de vous faire une démonstration la plus explicite possible. On a utilisé une attaque assez connue. On a réexécuté une attaque assez connue, qui est souvent le fait d'un groupe qui s'appelle TA551 ou Shatak, et qui est en fait l'utilisation de comptes de messagerie compromis. Alors comment fonctionne cette attaque extrêmement efficace? Un poste est compromis, on compromet un compte de messagerie, et à partir de là, on va utiliser des messages déjà échangés pour répondre à des messages existants avec évidemment une pièce jointe malicieuse dans cet email. Évidemment, l'objectif premier, c'est que les défenses naturelles des utilisateurs qui ont été bien formés soient les plus basses possibles, vu que c'est une réponse à un email qu'ils ont déjà échangé avec des collègues. Généralement, ils sont enclins à ouvrir la pièce jointe ou à cliquer sur un lien. Et puis, le deuxième aspect assez intéressant, c'est l'utilisation d'outils open source. Et en l'occurrence, le groupe qui s'appelle donc TA551 ou Shatak utilise une plateforme qui s'appelle Sliver et qui est l'équivalent de Cobalt Strike pour ceux qui connaissent, mais open source. Donc, je vais revenir sur les détails de l'attaque et après, je vous montrerai comment on détecte cette attaque assez complexe. Alors, avant de démarrer la démo, le contexte de l'attaque. Comme je l'ai dit, TA551 ou Shatak, mais je donnerai plus d'informations un peu plus tard. Et Sliver, qui est donc un framework multiplateforme qui a quand même quelques caractéristiques assez avancées, comme la possibilité de faire de l'obfuscation à la compilation, enfin un certain nombre de technologies qui permettront de faire de l'évasion sur les technologies de détection. Donc on trouvait que cet exemple d'attaque était intéressant parce qu'il est complexe à détecter, il utilise des techniques d'évasion pour éviter les détections. Et en plus, comme l'a dit Philippe, il y a une partie de l'attaque, la fin, qui est chiffrée. Donc on va voir ce qu'on peut en faire malgré le chiffrement. Alors sur la partie TA551, je reviendrai dans le détail. Alors le déroulé de la démo, 4 phases. La première que vous ne verrez pas, parce que j'ai juste fait un replay d'un PCAP, donc ce n'est pas forcément hyper intéressant. Donc une capture réseau que j'ai exécutée et qui va donc complètement nous donner des signes, enfin l'équivalent donc de l'attaque. Hein. C'est des vrais PCAP récupérés depuis Internet. La deuxième phase de la démo, c'est
l'utilisation d'une seconde solution que nous avons dans notre portfolio qui s'appelle Last InfoSec et qui est une plateforme d'investigation ou de trade intelligence, pour reprendre un mot bien français, et qui vous permettra de comprendre comment on peut récupérer du contexte. C'est important de comprendre le contexte de l'attaque ou de l'attaquant sur TA551. La troisième phase de la démonstration, c'est les détections qu'on va pouvoir mettre en avant avec différents types de visualisation. Et puis, en dernier lieu, la partie donc métadonnées, parce qu'on ne fait pas que détecter les attaques, on va également collecter un certain nombre de métadonnées qui sont extrêmement utiles pour les équipes SOC, certes, ou ce qu'on appelle généralement du hunting, et qui permet donc de rechercher des signaux faibles liés aux attaques. Et on gardera à la fin de la session, on m'a dit, entre 5 et 10 minutes en fonction de ce qui nous reste pour des questions-réponses. Donc, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet concernant la démonstration, vous expliquer les plateformes que je vais alors, comment je fais? Rebonjour à tous, donc effectivement je suis Jacques Delarivière, le CEO de GateWatcher. Il y a un problème avec l'affichage du FIC qui ne fonctionne pas, donc c'est indépendant de notre volonté. Donc on attend que le service technique du FIC puisse résoudre ce problème. En attendant, j'en profite pour vous présenter plus largement GateWatcher. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc cette démonstration qui va arriver dans un instant. Donc nous sommes un acteur français spécialisé du NDR, issu du monde des sondes qualifiées pour la protection des opérateurs d'importance vitale et très actif sur le marché plus global du NDR, qui est donc le marché de la détection enrichie avec des moteurs de machine learning, de détection statique et dynamique. Donc nous sommes aujourd'hui 80 collaborateurs présents en France et à l'international, donc basés en Europe, au Royaume-Uni, en Allemagne, dans les pays du Nord, et au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie à Singapour. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà pour ceux qui ne connaissent pas GateWatcher ou ceux qui auraient des questions sur le fonctionnement global de notre NDR? Pas de questions encore. Alors, éventuellement, avant que la démo soit rétablie, on peut aussi expliquer éventuellement comment fonctionne la solution à base de sensors et de managers. Je te laisse la parole, Philippe, que tu expliques le fonctionnement global. Bon, désolé, c'est complètement improvisé, mais vu les problèmes techniques et que ça a l'air très grave, je vais vous expliquer. On parlait de NDR, donc ce qui est à l'intérieur du NDR. Donc, si vous voulez, la version aujourd'hui qu'on sort en NDR, il faut bien comprendre en fait ce qu'il y a à l'intérieur, c'est qu'il y a plusieurs moteurs. Donc vous avez, à l'époque, vous aviez ce qu'on appelait la solution TrackWatch, qui est l'origine de GateWatcher. Vous aviez des moteurs en fait de détection pure IDS, et vous aviez la partie, ce qu'on appelait Malcore, donc qui était la partie en fait détection de malware. Le NDR en fait apporte beaucoup de choses. Première chose, c'est la visibilité des assets, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du réseau, vous allez voir en fait l'ensemble des assets qui vont apparaître. Souvent, ce qu'on dit, c'est pour essayer de se défendre, il faut essayer déjà de connaître ces assets. Et un petit truc assez intéressant qu'on a vu sur les déploiements clients, c'est que souvent on nous dit comment vous allez voir les assets au niveau du réseau, est-ce que vous êtes capable de l'identifier? La réponse est oui. Et c'est dommage qu'on n'ait pas la démo, mais vous pourriez le voir. En fait, on est capable de dire, voilà, ça c'est un PC, ça c'est une imprimante, ça c'est un téléphone, ça c'est un routeur, etc., etc. Le truc un peu plus bluffant aussi, c'est que c'est assets et user. Et ça, pareil, on nous pose souvent la question, c'est comment vous arrivez en fait à voir les noms des utilisateurs à partir de simples captures réseau. C'est-à-dire vraiment, on est complètement passif et on voit les noms des utilisateurs qui se promènent. Et pareil, il y a des techniques réseau qui existent aujourd'hui. Et en fait, on voit les noms des utilisateurs qui vont popper à l'écran. Et donc, vous allez voir votre propre, par exemple, nom, prénom qui va s'afficher directement.
et on ne va rien interroger, hein, ça reste du complètement passif. Donc la vision des assets et la vision des utilisateurs, on est capable en fait de le faire directement dans GateWatcher. Et nouveauté aussi qu'on apporte, c'est la partie machine learning. Donc machine learning, ce qu'on appelle UOBA aussi, donc behavior analysis. C'est comme on est capable de voir les assets, comme on est capable de voir les utilisateurs, et ben on va pouvoir détecter les comportements éventuellement malicieux, c'est-à-dire qu'on va comprendre en fait comment vit un asset, comment vit un user. Voilà. Donc c'est ça la grosse différence en fait au niveau du NDR, c'est qu'en fait on va traquer d'une certaine manière les assets dans le temps, les utilisateurs dans le temps. Oui. Merci. Pour la détection, oula, c'est très bizarre. Les assets, ça marche comment? Est-ce que c'est avec la MAC adresse ou c'est autre chose? Alors, c'est une super question. Il y a plein de techniques en fait. La MAC adresse, c'en est une. Pour rentrer un peu dans le détail technique, là c'est bon, je vais être à l'aise, je vais pouvoir parler, donc c'est cool. Le problème de la MAC adresse, en fait, c'est que les 3 premiers octets, en fait, vont identifier en fait le type de machine. Le seul problème, en fait, c'est que ça identifie pas réellement une machine en soi, ça identifie le constructeur qui l'a conçu. Donc, quand vous vous retrouvez face à un HP, à un Dell, comment vous savez si c'est une imprimante ou un PC, quoi. Donc, en fait, ça sert un peu, mais pas trop. Après, il y a la technique des user agents. Donc le user agent, en fait, on arrive à détecter des choses parce que on a des bases de user agent et ça nous donne, par exemple, l'OS, ça peut nous donner le navigateur. Le seul problème, c'est qu'il y a certains éditeurs de navigateurs qui font pas les choses comme tout le monde et surtout, ça devient de plus en plus générique. Donc dire c'est une plateforme x86 Windows, bon, ça apporte pas grand-chose. Donc il y a plein de techniques cumulées, il peut y avoir JA3, JA3S, des choses comme ça. Il y a plein de techniques cumulées qui nous permettent en fait de détecter un asset. Voilà. Et c'est le cumul cumul d'indices qui va nous permettre de déterminer réellement ce que c'est. Voilà. Si je vous dis une bêtise, mais si j'ai un user agent x86 et que je vois que c'est du Dell, il y a quand même une plus forte probabilité que je sois sur un PC que sur une imprimante. Voilà, c'est le genre de truc qu'on peut faire. Du coup, j'ai une première question, ça en appelle d'autres s'il y a d'autres questions. Je peux passer le micro. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On vous écoute si vous avez des questions. Je suis là pour le passer. Du coup, si vous identifiez les assets, est-ce qu'il y a comment ça s'appelle, de l'analyse comportementale qu'on peut faire derrière? Par exemple, je ne sais pas si une imprimante, dire c'est pas normal qu'elle fasse du SSH sur un PC ou un serveur. Je répète la question parce que je ne sais pas si tout le monde l'a entendu, mais en gros, est-ce qu'on peut faire de l'analyse comportementale sur les assets? Alors la réponse est oui. En fait, c'est cool, ça s'affiche. C'est comme ça que le NDR fonctionne, c'est qu'en fait, on ne peut détecter qu'à partir du moment où on connaît un asset. Alors, j'ai parlé de fondamentaux de la cyber, mais en fait, pendant des années, on n'a pas maîtrisé son parc. Et c'est encore plus flagrant aujourd'hui, vous avez des infrastructures qui évoluent ultra vite. En fait, vous ne pouvez pas défendre vos infras si vous ne les connaissez pas. Et donc, le but, c'est d'identifier des assets. C'est de dire, OK, cet asset, voilà sa vie, c'est-à-dire, il a fait tel protocole, il a communiqué vers minuit, vers telle adresse IP, il ne s'est jamais adressé à telle autre machine, sauf à tel moment. Et donc, au fur et à mesure où on traque, on peut effectivement déterminer si son comportement est bizarre ou non. Voilà. Et donc ça, c'est du machine learning en soi. Alors les gens appellent ça de l'intelligence artificielle. Moi, je vais juste parler de machine learning. Mais c'est effectivement où on injecte des algos qui vont apprendre au fur et à mesure du trafic et qui à un moment vont dire, c'est bizarre, cette personne-là, sur cet asset, c'est la première fois qu'elle se connecte et directement, elle va sur une IP en Chine ou un autre pays. Donc, il y a un truc qui n'est pas normal. Voilà. Donc, je prends un exemple extrêmement bête, hein, un simple script pourrait le faire, mais il y a plein d'algos de machine learning qui vont tourner et qui vont permettre de déterminer des comportements un peu anormaux. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Restez encore sur vos chaises 2 minutes, on est proche de quelque chose. Eh ben non.
Non, là, ça a été encore... Ça freeze. Bon, on continue les questions alors. Si vous avez des questions. Bonjour. À l'instant, vous avez parlé du coup de modèles d'apprentissage. Est-ce que vous pourriez me dire si c'est des modèles d'apprentissage de type supervisé ou non supervisé? Et à peu près quelle est la part de supervisé, non supervisé dans votre solution? Puisqu'on sait en fait que dans le cadre de certaines attaques, typiquement on parle des APT, on est sur des modes opératoires qui peuvent être des fois inconnus. Et donc du coup, le mode d'apprentissage par du supervisé peut être un peu moins efficace. Très très bonne question. Alors je vais vous donner un avis qui est totalement personnel sur le sujet. Alors nous, pour être très franc, on a commencé par le supervisé et on rajoute au fur et à mesure du unsupervised ou de l'hybride. Alors pourquoi? Parce que en fait, déjà on est un produit, nous, ce qu'on appelle on-premise. Alors, je vais vous raconter un peu nos problématiques internes, mais c'est quand même... faut comprendre pourquoi on a fait comme ça. Vous avez beaucoup de produits aujourd'hui concurrents à nous, même quasiment tous, qui sont ce qu'on appelle cloud connectés. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'ils vont remonter des informations, ils vont les remonter dans un cloud, peu importe lequel, et ils vont se servir de ces informations en mode supervisé ou non supervisé, et ils vont servir pour détecter quelque chose. Mais c'est entre parenthèses facile, puisqu'en fait, ils peuvent retraiter la donnée, la catégoriser. Et éventuellement, il y a des data scientists derrière. Donc finalement, ils vont prendre votre donnée, mais c'est pour votre bien. Nous, depuis le début, vu la qualification ANSI, dire à tous les clients, vous inquiétez pas, on est une sonde qualifiée, mais on remonte tous dans un data center, ça ne va pas le faire. Donc, tous nos algos de machine learning qui ont été développés doivent être autonomes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être retraités dans un data center ou dans un cloud. Ce qui veut dire qu'on ne peut faire que du supervisé quasiment. Et donc, on fait quoi? On fait use case par use case. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, je prends un exemple, du domain generation algorithm, par exemple, et ben, un algorithme supervisé peut être pré-entraîné et il fonctionnera très bien en autonome. Voilà. Maintenant, on injecte du unsupervised au fur et à mesure, mais ça a d'autres problématiques. Et surtout, le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas vérifier ce qui se passe dans le unsupervised. Donc, les résultats peuvent être aléatoires, beaucoup de faux positifs, etc. Donc, le unsupervised, il est très risqué en réalité. Il est très risqué à partir du moment où vous ne faites pas de remontée dans un data center ou dans un cloud extérieur. Donc, on en injecte, mais c'est très, très progressif et c'est à très petite dose. Voilà. Et après, sur la question qui était pertinente, c'était de savoir qu'est-ce qui est le plus efficace vis-à-vis d'une attaque ciblée, un 0-days, etc. Je n'ai pas vraiment de réponse sur ce qui est le plus efficace, mais moi je vais vous donner ma vision de ce que je vois au jour le jour. Souvent dans les attaques très ciblées, en réalité les modes opératoires on les connaît à peu près. Même si on a vu des trucs ultra impressionnants, qu'on a vu du Pegasus, etc., enfin, des trucs dingues, en réalité on a fait la démo dernièrement et on est prêt à le prouver à n'importe qui. Pegasus ça se repérait avec un algo de type DGA, même si ce n'était pas du DGA, on en repérait. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que un petit peu d'intelligence, et je dirais le côté smart dans le machine learning, même en supervisé, il détectait très bien. Et aujourd'hui, quand on regarde toutes les attaques hyper ciblées, en réalité, vous retrouvez toujours les mêmes. Vous retrouvez du Cobalt Strike, vous retrouvez du PowerShell, vous retrouvez du WMI, du mouvement latéral, vous retrouvez du scan. Donc en fait, quand on parle d'attaque ciblée, il y a une espèce de peur énorme de tous les clients de se dire on va faire face à un truc qu'on ne connaît pas. En fait, c'est faux. Enfin, je veux dire, on connaît très bien en réalité. Donc, le supervisé suffit largement. Le unsupervised peut servir sur des cas précis, mais je pense qu'il faut faire très attention parce qu'on nous a vendu beaucoup de unsupervised et au final, on croule sous les faux positifs et on se dit ah ouais bah ok ça détecte, mais ça détecte en fait tout est un problème quoi. Donc voilà. Donc je suis très méfiant vis-à-vis du unsupervised. Merci. Ça, alors, tiens du miracle, ça marche. Ça marche. On va y arriver. Et donc, merci de m'avoir écouté durant toutes mes pirouettes. Et maintenant, on va pouvoir passer à une vraie démo. Bon, je vais passer une démo accélérée, vu qu'il reste 14 minutes à peine. Voilà, donc avant d'aller dans le détail de l'attaque, juste pour vous donner une idée des interfaces qu'on utilise et des visualisations. Donc là, vous avez IonIQ, qui est notre solution NDR, et avec la home page.
Un point qui est extrêmement important, nous faisons des détections, mais on va aussi calculer le risque que vous allez rencontrer, soit par asset, soit par utilisateur, comme l'a dit Philippe, en reconnaissant passivement les utilisateurs et les assets. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on passe d'un paradigme où on est orienté plutôt alerte vers un paradigme asset ou user. Donc ça, c'est un premier point. Et il y a différents types de visualisation sur lesquels je vais passer parce que j'aimerais vous montrer les détections réalisées lors de l'attaque. Le deuxième point qui est aussi extrêmement important, c'est qu'on va compléter ces mécanismes de détection par de l'intelligence. J'ai parlé de Cyber Threat Intelligence, qui est un deuxième produit qui s'appelle Last InfoSec. Vous allez retrouver des feeds qu'on va envoyer à nos clients heure par heure. Si je reviens là. Bon, ça a fonctionné 45 secondes. Bon. Alors, je vais pouvoir décrire ce qu'il y a à l'écran. Donc vous avez à gauche toute la partie risque scoring pour les dernières 24 heures et les derniers 7 jours. À droite, le statut de la plateforme. Vous avez donc l'association avec le MITRE Framework Attack, avec les mots-clés. Vous avez une timeline qui est extrêmement intéressante. Vous avez le risque overtime, donc sur une plage de temps. Évidemment, toutes les informations sont cliquables, normalement, parce qu'on n'a pas de problème d'affichage. Donc on peut cliquer sur chacune des informations et avoir le détail, par exemple, des attaques qui ont été catégorisées automatiquement comme exécution ou comme mouvement latéral ou comme accès initial, par exemple. Et dessous, vous avez un certain nombre d'alertes qui correspondent aux alertes qu'on a pu détecter. Aussi, un point que je ne peux pas vous montrer malheureusement, mais je vous invite à venir sur notre stand en A17, c'est qu'en fait, chacune des alertes, lorsqu'on clique dessus, on a un menu contextuel et on a des actions qui vont être liées au type d'alerte. Comme l'a dit Philippe, on a différents moteurs de détection, que ce soit de l'anti-malware, que ce soit des règles statiques, mais aussi du machine learning et aussi du reverse engineering sur du code malicieux, en mode automatique évidemment. Et donc pour chacune de ces alertes, on a une fenêtre qui va s'afficher avec des actions qui sont spécifiques au type d'alerte. Typiquement, lorsque j'ai une alerte de type malware, je vais être en capacité à downloader le malware sur mon poste de travail en tant qu'analyste pourquoi pas faire du reverse engineering dessus si j'en ai les capacités, ou le soumettre à une autre plateforme d'analyse. Je peux aussi, pourquoi pas, l'envoyer à un autre analyste pour analyse. Et si c'est une alerte, par exemple, sur des règles statiques, je vais avoir la définition de l'alerte, de la règle, que je peux modifier, désactiver, améliorer en fonction de ce que j'ai pu voir en termes de détection. Donc en synthèse, par rapport à ce que vous voyez à l'écran, on a le risque scoring par asset, par user, passivement détecté. On va retrouver donc l'association avec le MITRE Attack Framework. On va retrouver ensuite la timeline et les alertes. Alors je crois qu'on est au bout du temps. On peut répondre à vos questions. Je suis vraiment désolé, un problème d'affichage, il semblerait. S'il y a des questions supplémentaires, n'hésitez pas à lever la main. Pas de questions. Vous pouvez nous rappeler peut-être votre stand. Peut-être qu'on peut avoir la démo sur votre stand directement. A17. A17. A comme alpha. Alpha voilà. 17. Comme ça, vous pourrez avoir une démo personnalisée. Vrai, oui. Et désolé, messieurs, pour ces problèmes techniques. Merci encore. Merci.